au cœur de l'information. Heureuse de vous retrouver pour le journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Au CHR Lomé commune, les mesures barrières sont plus que de mise, mais surtout le matériel et le personnel est disponible pour la prise en charge des patients. Et c'est le constat d'une équipe de la délégation de l'Union européenne qui était en visite ce matin. Le compte rendu de cette visite dans ce journal. Et puis, durant la crise sanitaire qui sévit actuellement, le Togo a élaboré le plan de riposte agricole Covid-19. Qu'en pensent les concernés, les agriculteurs? Vous les écouterez justement dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Et nous débutons ce journal avec ce communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, jeudi 30 avril 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 116, dont 7 nouveaux cas. Le nombre de personnes guéries est de 65, un nouveau guéri depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 42 et le nombre de décès est de 9. Le Togo est donc entré en état d'urgence sanitaire depuis le 1er avril dernier. Lutte contre la pandémie au Covid-19 oblige. Mais lorsqu'on parle d'état d'urgence sanitaire, à quoi fait-on allusion concrètement? Quelles sont les implications et surtout, quelles attitudes doivent adopter les populations? Les éléments de réponse dans ce dossier signé Augustin Kossi. Des libertés individuelles et collectives restreintes, des déplacements limités, les contacts humains réduits. Cela n'advient qu'en cas de catastrophe, de situation d'insécurité ou encore de maladies capables de mettre en péril la santé des populations. On parle d'état d'urgence. Au Togo, cette disposition est prévue à l'article 94 de la Constitution. Et lorsque la santé est gravement mise en danger comme la crise liée au Covid-19, l'État ne va pas par quatre chemins. C'est que la santé de la population est gravement mise en danger. En général, c'est lorsqu'il y a une grande maladie contagieuse, comme c'est le cas de Covid-19 que nous avons actuellement, ou bien parce qu'il est nécessaire d'isoler une partie du territoire pour éviter que la maladie se propage au-delà à toute la population. Et donc, le président de la République déclare l'état d'urgence par un décret en Conseil des ministres. Le sens qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où le décret en Conseil des ministres a été pris par le président de la République et ça a été annoncé, nous sommes dans une situation spéciale, vraiment spéciale. Et le mot important, c'est le mot urgence. Ça veut dire que dans cette période-là, pour régler la question de la santé et le droit à la vie de chacun, des décisions importantes vont être prises. Elles vont être prises dans l'urgence. Lomé est le foyer important de contamination, mais si demain une ville est également contaminée, il faut rapidement procéder au bouclage de la ville. Il faut faire des tests dans la ville. Il faut qu'on limite les contacts entre les personnes pour que la maladie ne se propage pas d'une personne à une autre à une vitesse importante. Ces décisions peuvent être prises dans un délai parfois très court, parce que les gens continuent à bouger, les gens voyagent, les gens se touchent et les gens se parlent. Et donc, on proclamera l'état d'urgence pour dire attention à la population. Nous sommes dans une période où nous avons un danger lié à notre santé. Chacun doit être vigilant et très vigilant. Chacun doit rester à l'écoute des décisions qui seront prises et chacun doit les appliquer de manière stricte, plus que d'habitude. Il y a une première période. Si la maladie n'est pas réglée d'ici là, on peut demander une prorogation pour une autre période encore. L'état d'urgence est donc limité dans le temps. Et le Togo y est depuis le 1er avril dernier. Puisqu'il s'agit de la vie, de la santé, tout le monde est impliqué.
La première implication de l'état d'urgence sanitaire, c'est qu'elle donne d'importants pouvoirs à l'administration pour réagir dans l'urgence, c'est-à-dire réagir rapidement au problème. La deuxième, c'est qu'elle a comme implication que la population doit être au courant des décisions qui sont prises et les appliquer. Ça veut dire d'abord que nous devons tous nous tenir au courant chaque jour des informations sur la maladie, des décisions qui sont prises par les pouvoirs publics, par exemple le ministère de la Santé, le ministère de la Sécurité, le ministère de l'administration territoriale, et puis tous les autres ministères qui sont concernés, ou toutes les autres administrations publiques, les préfets, les maires qui sont concernés. Il faut écouter les informations sur les médias publics, sur les médias privés togolais. Il faut se tenir informé chaque jour. Ensuite, il faut obéir. Il faut obéir parce qu'il s'agit de la vie et de la santé. Des spécialistes proposent une solution, les médecins par exemple. Le gouvernement prend des décisions. Il faut absolument obéir, les appliquer, même si on n'est pas content. Parce que la maladie ne fait pas la différence entre celui qui est content et celui qui n'est pas content, celui qui est d'accord et celui qui n'est pas d'accord. Ce n'est pas un état d'urgence lié à une catastrophe naturelle. C'est un état d'urgence sanitaire et donc la santé est en jeu. Parce que si vous ne respectez pas les mesures qui sont prises, vous vous mettez en danger vous-même. Mais vous mettez en danger aussi les autres. Et donc l'État va faire appliquer ces mesures de façon la plus stricte possible. La troisième implication, c'est qu'elle va entraîner la limitation d'un certain nombre de droits habituels que nous avons. Droit d'aller et venir. Par exemple, se déplacer de Lomé pour aller vers d'autres villes de l'intérieur du pays. On ne peut pas circuler entre les préfectures pour éviter que ceux qui sont malades à Lomé n'apportent pas la maladie à ceux qui sont sains dans d'autres préfectures ou dans d'autres villages où ils sont pour l'instant épargnés. On peut limiter le nombre de personnes qui doivent être ensemble. On limite le droit de se regrouper et le droit de manifester. Dans cette maladie, il y a des gens qui sont appelés à travailler pour aider à trouver la solution à la maladie. Le corps médical, par exemple. Et dans ce cas aussi, le gouvernement peut restreindre le droit de grève en disant que vous ne pouvez pas interrompre le travail. Vous imaginez si vous avez des malades à l'hôpital qu'il faut soigner et qu'il y a une grève, à ce moment où on interrompt le traitement des gens, naturellement, on met en danger la vie des personnes alors que la situation est déjà dangereuse pour la santé des uns et des autres. On peut restreindre également le droit de grève pour qu'il n'y ait pas d'interruption de travail pour les personnes qui sont immédiatement concernées par la solution au problème. On peut également limiter le temps où on sort de chez soi, où on est dehors, par un couvre-feu. Ça veut dire que de 20h à 6h du matin, chacun doit prendre les dispositions pour rester chez lui à la maison, parce que dans cette période-là, on permet d'éviter d'avoir des contacts entre les personnes pour qu'on réduise également le temps de contamination de la maladie. L'état d'urgence permet donc de faire des exceptions à ce que nous vivions normalement quand il n'y avait pas l'état d'urgence. Donc il est important de pouvoir respecter les règles. Ces limitations de liberté qui peuvent intervenir, également il faut les accepter, les tolérer pendant cette période-là, même si elles sont difficiles. Et puis lorsqu'il y a des excès, naturellement, le gouvernement met en place également des moyens de réclamation pour pouvoir répondre à ceux qui ne seraient pas satisfaits. C'est ce qui est arrivé notamment par exemple lorsqu'on a parlé de la force anti-pandémie. Quand certains se sont plaints de certains incidents importants qui se sont produits, le ministre de la Sécurité a donné un numéro vert sur lequel on peut appeler pour éventuellement dénoncer les excès qui se sont produits. C'est une période où on a des limitations de droits, mais aussi des voies de recours. Et tout cela pour que la vie et la dignité des uns des autres soient préservées. La première attitude, c'est d'abord de se dire à soi-même que notre vie est menacée, notre santé est menacée, la santé de nos enfants, de nos épouses et de nos époux est menacée et tout notre environnement est menacé. Nous sommes dans un moment de survie. Ça voudrait dire que nous devons faire en sorte à rester vivants et à rester vivants en bonne santé. Chacun doit pouvoir respecter la liste des mesures qui ont été prises. La deuxième, il faut respecter les limitations qui ont été apportées à certaines libertés. C'est pour un temps. On ne va pas limiter ces libertés de cette manière tout le temps. C'est juste pour un temps. Il faut que nous prenions notre courage pour les supporter pendant cette période-là. Notre Constitution autorise de limiter les libertés dans 3 cas. Le premier cas, c'est pour la sécurité nationale. Le deuxième cas, c'est pour la santé
de chacun, la santé de soi-même. Le troisième, c'est la protection de la vie. Lorsqu'il y a éventuellement des mécontentements sur certains points, il ne faut pas désobéir à la mesure, il faut la signaler à l'autorité pour que l'autorité corrige ou prenne les mesures nécessaires pour que ce genre d'abus ne se reproduise plus. Ça permet de contenir la maladie et ça permet aussi rapidement d'éloigner le virus de notre espace territorial. Et donc le bénéfice pour la population de respecter les conditions qui sont fixées pendant l'état d'urgence, c'est que nous allons nous protéger individuellement, nous allons protéger nos familles, nos enfants, nos femmes et nos maris, et puis nous allons protéger l'ensemble de la population togolaise. Protéger l'ensemble de la population togolaise, cela permettra aussi de réduire la durée de l'état d'urgence et pour y arriver, les gestes barrières. Et en décrétant l'état d'urgence donc sanitaire lors de son adresse à la nation, le président de la République annonçait également la mise en place de mesures spécifiques d'accompagnement pour soutenir la production agricole et assurer ainsi l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. C'est désormais chose faite. Il s'agit du plan de riposte agricole Covid-19, un ambitieux projet qui vise à accompagner la résilience des ménages ruraux face à l'impact de la pandémie au coronavirus sur les activités du secteur agricole, mais il a également relancé de façon soutenue la production. Comment les producteurs agricoles ont-ils accueilli l'ensemble des dispositions de ce plan? Une de nos équipes de reportage a recueilli les avis des agriculteurs dans la région des Savanes. Les propos présentés dans ce reportage par Tchazanam Baga. Les premières pluies dans la région des Savanes riment avec les travaux de préparation des champs. Une activité sérieusement plombée cette année par la crise sanitaire liée à la pandémie au coronavirus. Bondjongo Yendouban produit du maïs sur ce carré de 5 hectares. Ces appréhensions pour la nouvelle campagne agricole 2021 se sont estompées avec le lancement du plan de riposte agricole Covid-19. Un projet ambitieux qui cristallise la volonté du président de la République, Faure Essozomna Nyazingbe, de maintenir et d'améliorer le revenu des producteurs agricoles, de sauvegarder les emplois et les investissements dans le secteur en vue d'une augmentation de la contribution à la croissance économique et pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous remercions sincèrement le chef de l'État et le gouvernement pour ces mesures prises, car ces mesures vont nous permettre de préparer efficacement la campagne agricole en cours. Vous voyez que le confinement, normalement, sur les 5 hectares, je devais avoir plus de 15 personnes qui vont m'aider à préparer les champs. À cause du coronavirus, nous sommes aujourd'hui obligés d'être à 5, 7 ou 8 personnes pour pouvoir travailler sur les 5 hectares. Vous voyez combien de fois la maladie va avoir l'impact négatif sur la production. Les 72 tracteurs vont nous venir beaucoup en appui, ça va nous aider. Parce que nous ne pouvons plus avoir aujourd'hui la main-d'œuvre de 10, 30, 40, 50 personnes. On ne peut pas le faire, mais les tracteurs peuvent faire ce travail en un jour. C'est le travail que 10, 40 personnes pouvaient faire en 2 jours. Le tracteur peut le faire en un jour. Donc je pense que ces tracteurs doivent nous venir en appui. Étant restés longtemps à la maison, nous n'avons pas les sous pour pouvoir acheter les intrants agricoles. Mais je pense que cet appui, le porte-monnaie électronique, là, permettra à tout le monde d'aller individuellement s'acheter les intrants agricoles, que ce soit les semences, les engrais et autres que ce soit. Je pense que ce porte-monnaie électronique, c'est à saluer fortement. L'une des grandes nouveautés contenues dans le plan de riposte agricole Covid-19, c'est la structuration et la professionnalisation de la filière ouvrier agricole à travers une plateforme électronique qui va mettre en contact travailleurs saisonniers et promoteurs de fermes agricoles ou d'unités de transformation de produits issus de l'agriculture. Si le gouvernement a pensé jusqu'à nous les métailler, c'est que déjà, ça veut dire qu'avec cette maladie-là, il a le regard sur toute la population du Togo. Donc sur ce, je le remercie beaucoup d'avoir pensé à nous. Nous avons aussi des ambitions, on ne veut pas rester au statut de métailler. Nous pensons pouvoir gagner de l'argent à travers ce travail-là pour pouvoir acheter nous-mêmes nos propres terrains afin de se lancer. Aujourd'hui, je suis métailler, mais mon rêve, c'est de devenir un entrepreneur agricole. L'enregistrement concerne aussi les producteurs qui doivent s'organiser en groupe d'entente solidaire de 4 à 6 personnes pour s'inscrire auprès des agrégateurs afin de bénéficier de l'accès facilité à des kits d'intrants massifs et de l'accompagnement de proximité. Nous avons accueilli cette nouvelle avec satisfaction parce que nous voyons l'intérêt que porte le gouvernement par rapport aux producteurs.
dans l'organisation de la production, il y a les intrants agricoles, il y a les semences, il y a la main-d'œuvre, tout ça là qu'il faut payer. Donc c'était un grand souci pour nous. Mais avec cette nouvelle, nous pensons que nous pourrons arriver à bout de nos peines pour cette campagne agricole. Le porte-monnaie électronique, c'est d'abord la production et en même temps des contrats avec des agrégateurs. C'est ça qui est plus intéressant. Parce qu'en produisant, on sait à qui vendre. Ça veut dire qu'en investissant, on n'a plus peur de se dire qu'à la fin, à qui je vais vendre. Si nous voulons bien produire et produire beaucoup, il faut que la tâche du producteur soit allégée. Ce n'est qu'avec les machines qu'on peut alléger la tâche. Les 72 tracteurs, c'est déjà un grand pas pour nous. Nous allons l'utiliser à bon escient en espérant avoir d'autres tracteurs qui pourront également nous arranger pour l'avenir. Je tiens beaucoup à féliciter le président de la République, Faure Essozna Nyasingbe, vraiment qui n'aménage aucun effort à tout moment, surtout à l'endroit des producteurs. On lui félicite de continuer dans ce sens pour que les producteurs deviennent vraiment des grands entrepreneurs. Outre les producteurs, le plan de riposte agricole Covid-19 ambitionne de booster également les activités des entrepreneurs agricoles, notamment dans les filières coton, soja, riz et maïs. Concernant la filière soja, donc, ces temps-ci, le marché ne va pas, les activités sont bloquées. Avec l'arrivée du coronavirus, rien ne marche, on est calé, on ne sait pas quoi faire. Mais avec l'initiative du gouvernement, je suis très fier de cela, parce que ça va nous permettre de relancer notre activité. Je remercie sincèrement le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essozna Nyasingbe. La vision du chef de l'État, Faure Essozna Nyasingbe, vision contenue dans le plan national de développement PND 1822, c'est de faire de l'agriculture togolaise, à travers une savante orientation business, le principal levier de création de richesses et d'emplois. Et ce n'est pas le coronavirus qui va changer cela. Voilà pourquoi tout est mis en œuvre pour consolider les acquis dans le secteur à travers le plan de riposte agricole Covid-19 au cours de la campagne 2021. Le coronavirus n'est pas donc aucun secteur d'activité et celui de l'agriculture est fortement touché. Mais le gouvernement a donc lancé des mesures d'urgence pour soutenir la campagne agricole en cours. Et ces mesures sont contenues dans le plan de riposte agricole Covid-19. La substance de ce plan et les prouesses du Togo dans le secteur agricole sur ces 10 dernières années nous sont présentées ce soir dans ce sujet signé Luc Assi. Matériel agricole, kit d'irrigation et crédit d'urgence. Des mesures pour soutenir la campagne agricole 2020-2021 et booster la production. C'est l'échantillon d'un ensemble de mesures contenues dans le plan de riposte Covid-19 lancé par le Togo. Le plan va contribuer à augmenter la production du coton à 225 000 tonnes, du maïs à près de 2 millions de tonnes, du soja à 140 000 tonnes et du riz à 330 000 tonnes. Le gouvernement s'engage ainsi à consolider la sécurité alimentaire et nutritionnelle et améliorer le revenu des producteurs agricoles à travers ce plan. En somme, il veut propulser la production à environ 228 milliards de francs CFA supplémentaires. Et pour bénéficier de toutes ces mesures, en soutien à la campagne agricole en cours, impactée par le coronavirus, les producteurs nationaux sont invités à s'enregistrer auprès de leur groupement de tutelle. La nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT par exemple, enrôle les cotonculteurs et les PME-PMI, les agrégateurs opérant dans les filières à haute valeur ajoutée, telles que le soja. Si le secteur agricole absorbe près de 65% de la population active, il participe aussi à plus de 40% au PIB national. Le gouvernement a donc consenti des efforts pour redynamiser le secteur afin de le rendre encore plus productif. Aujourd'hui, il crée 2 fois plus de richesses qu'en 2010.
De 640,6 milliards de francs CFA en 2010, le PIB agricole du pays est passé à 1354,4 milliards de francs CFA 9 ans après, soit 40% de l'économie togolaise. Et sur la même période, l'agriculture a progressé en moyenne de 6% chaque année, avec à la clé un pic de 14% en 2014. C'est la résultante de la vitalité du secteur porté par les producteurs et productrices avec l'appui du gouvernement. D'ailleurs, leur revenu a sensiblement évolué, même s'il est toujours en deçà des objectifs. De 217 149 francs CFA en 2010 par jour, il est passé à 336 300 francs CFA en 2019. Il est noté sur la même période une baisse continue de l'indice de la pauvreté. En amélioration d'année en année, le taux de pauvreté qui était relativement élevé, atteignant 73% de la population rurale, n'en touchait que 63% en 2017. L'ambition aujourd'hui est d'atteindre 444 548 francs CFA de revenus moyens. Et pour relever ce défi, le pays veut miser sur la transformation locale. Le Togo a dégagé un excédent de 137% en 2019, soit 47% d'augmentation comparativement à 2008, en lien avec la sécurité alimentaire. Les filières de rente ne sont pas en reste. Elles ont progressé de 408,35%. La production cotonnière, premier produit d'exportation du pays, est passée de 27 000 tonnes en 2009 à 137 000 tonnes en 2019. Une situation tributaire des actions de la NSCT et de la redynamisation de la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton. Et pour preuve, ce sont plus de 24 milliards de francs CFA de revenus nets qui ont été distribués en termes d'achat aux cotonculteurs. Le secteur privé est invité à investir davantage dans l'agrobusiness pour une transformation réelle des produits locaux. Ceci afin de maintenir le cap des bonnes performances déjà enregistrées par le pays. Et face à la maladie du Covid-19, il est donc recommandé de consommer des aliments qui renforceraient le système immunitaire. Quels sont ces aliments? Le régime alimentaire idéal face au Covid-19, c'est un dossier signé Ekoui Salah. Le coronavirus pourrait se transmettre par l'alimentation. Cela n'est pas automatique, mais lorsqu'il s'agit d'un plat préparé par une personne atteinte du virus, ou la manipulation des aliments souillés, c'est bien possible. Face à ce risque, un certain nombre d'attitudes s'imposent. Il faut prendre des mesures d'hygiène par rapport aux aliments. Il ne faut pas contaminer les aliments que nous consommons. C'est pour cela qu'on recommande à ceux qui vendent ces aliments d'abord de respecter les mesures barrières. D'abord de porter les masques, de porter des gants stériles avant de manipuler ces aliments-là. Parce que si on porte des gants stériles, même si on a le virus sur les mains, et si le gant est stérile, on ne risque pas de contaminer ces aliments-là et on ne risque pas de servir des aliments contaminés aux clients. Maintenant, ce qui est encore recommandé, maintenant, quand vous achetez les aliments, pour les manipuler avec soin, il faut bien les cuire avant de les manger. Même s'il y avait le virus sur l'aliment, ce virus sera détruit par la chaleur. Et si on mange cet aliment, il n'y a aucun risque d'être contaminé. Asthmatiques, diabétiques, hypertendus, les personnes ayant un antécédent sanitaire sont les plus exposées au virus. En cette période où sévit la pandémie, il est recommandé à tous d'éviter les facteurs de risque en mangeant équilibré. Manger trop gras, trop sucré ou trop salé, cela ne fait du bien à personne. Le trop gras, le trop sucré, c'est des facteurs de risque de surpoids et d'obésité. Or, les études ont prouvé que les facteurs de risque, nous appelons les comorbidités, dans ce Covid-19, il y a le surpoids, surtout l'obésité, qui ont été cités. Donc, consommer des aliments sains, moins gras, moins sucrés et moins salés, pour ne pas avoir un facteur de risque qui va aggraver notre situation
au cas où on serait atteint par le Covid-19. Nous devons avoir dans notre alimentation les 3 groupes d'aliments. Donc les aliments qui nous donnent l'énergie. Donc on les trouve dans les céréales, dans les tubercules et surtout les céréales complexes, pas les céréales raffinées. Le deuxième groupe d'aliments, c'est les aliments de construction qui sont riches en protéines qu'on trouve au niveau des légumineuses, haricots, soja, lentilles, bonzo, etc. Et au niveau aussi du règne animal, surtout le poisson. Et le troisième groupe, c'est les aliments de protection. Et c'est sur ça même qu'il faut mettre l'accent. Les aliments de protection, on les trouve dans les fruits et légumes. Donc nous recommandons, il faut consommer beaucoup de fruits et légumes parce que les fruits et les légumes contiennent beaucoup de vitamines, beaucoup de sels minéraux et beaucoup d'antioxydants. Ce qu'il faut faire aussi, c'est de boire beaucoup d'eau. L'alcool et le tabac, 2 autres amis du Covid-19 à éviter à tout prix. Même en étant confinés, nous devons faire des exercices physiques. Ceci nous aiderait à éviter le stress. Je vous le disais également au titre, une délégation de l'Union européenne était cet après-midi au centre hospitalier régional CHR Lomé Commune dédié au traitement des malades au Covid-19. La délégation est allée constater le fonctionnement du centre, le nouvel espace aménagé pour les malades et le matériel qui est installé. Et l'Union européenne, les représentants de l'Union européenne ont donc réaffirmé le soutien de l'Union au gouvernement dans la lutte contre cette maladie. Le compte rendu de cette visite avec Dodo Waré. C'est ici, au CHR Lomé Commune, que les patients atteints du Covid-19 sont traités. La délégation de l'Union européenne a pu s'enquérir des dispositions remarquables prises ici pour une prise en charge efficace des malades du Covid-19. Un nouvel espace est aménagé pour renforcer le traitement des personnes infectées. Des matériels modernes y sont installés, de même que les tentes et conteneurs bien équipés pour accroître la capacité d'accueil. L'Union européenne a exprimé sa satisfaction pour la rigueur, l'efficacité et la promptitude dont fait preuve le gouvernement dans la gestion de cette pandémie. Les infrastructures du CHR à Lomé, ils sont vraiment excellents, c'est exemplaire je dois dire, et je suis impressionné. Et ce matin, donc la visite ce matin et la visite cet après-midi me permettent de mesurer un peu la différence entre ce qui existe et là où on veut aller. Donc on veut aller à ce standard qui est ici, aussi dans les autres centres régionaux du Togo. L'Union européenne a la volonté et aussi la capacité de venir en appui des efforts du gouvernement de la République togolaise pour combattre la propagation du coronavirus. Et en particulier, nous sommes en contact étroit avec la cellule nationale de coordination de la gestion de la crise pour voir qu'est-ce qu'on peut faire au mieux en tant qu'Union européenne. Et donc le colonel nous a proposé de réhabiliter et d'équiper 7 centres médicaux et social sur tout le territoire du Togo. Donc il s'agit des centres à Dapaong, à Kara, à Sokodé, à Atakpamé, Tchévié, Palimé. Et j'ai eu l'occasion de visiter le centre médical et social qui existe à Atakpamé, qui sera donc dans un délai très bref réhabilité et équipé pour l'équiper un peu à peu près au standard qu'on voit ici. La délégation est conduite par le colonel Dibril, coordinateur national de gestion de la riposte. Il rassure sur d'autres dispositions en cours pour davantage renforcer la prise en charge. Nous avons eu le plaisir de recevoir M. l'ambassadeur de l'Union européenne dans ce centre de traitement
contre le Covid-19. Il voulait voir les efforts que le gouvernement a fait. Il a apprécié les efforts du gouvernement et c'est ces efforts du gouvernement qui motivent l'Union européenne à venir donner un coup de main au centre. Depuis le 21 mars dernier, le centre hospitalier régional CHR Lomé Commune est dédié au traitement des personnes infectées par le virus. Un rôle qu'il joue si bien avec les professionnels aguerris. Résultat, un taux de guérison remarquable et encourageant. Des messages de félicitations arrivent toujours, des messages de félicitations adressés au chef de l'État, le président de la République, Fabrice Zimna Gnassingbé, à l'occasion de la fête de l'indépendance du Togo. Un premier message qui vient de la présidente de la Confédération suisse, qui est ainsi libellée. J'ai le plaisir de vous adresser mes vives félicitations à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la République togolaise. De bonnes relations fondées sur la confiance entre nos deux pays peuvent nous aider à relever ensemble les défis mondiaux auxquels nous faisons face. Dans ce contexte, je tiens à exprimer au nom du Conseil fédéral notre solidarité en cette période de crise. Je vous souhaite à vous et aux citoyennes et citoyens de la République togolaise un avenir serein et prospère. Je vous prie d'agréer, Excellence, l'assurance de ma plus haute considération. Signé Simonetta Samaruga, présidente de la Confédération suisse. Un autre message est adressé au chef de l'État, adressé donc par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en ces termes. Monsieur le Président, à l'occasion du 60e anniversaire de la République togolaise, je vous adresse à vous-même, Monsieur le Président, ainsi qu'au peuple togolais, mes chaleureuses félicitations. Cette étape si importante dans la construction continue d'une nation et de la vie de votre pays intervient dans un contexte extrêmement marqué par la pandémie du Covid-19 qui fait peser de grosses menaces à la sécurité humaine. Aux Nations Unies, nous vivons attentivement et nous suivons attentivement les évolutions, y compris en Afrique de l'Ouest, de la dangereuse courbe de progression de ce fléau du nouveau siècle et saluons les efforts des États et des peuples. À la suite du secrétaire général, je vous réaffirme la solidarité et l'appui constant des Nations Unies aux efforts inlassables que vous-même, votre gouvernement et le peuple togolais déploient pour tenter d'endiguer et éradiquer les conséquences dévastatrices de cette pandémie sur la consolidation des acquis majeurs de votre pays. À la veille du mois sacré de Ramadan, je vous adresse à vous-même, Monsieur le Président, au gouvernement et au vaillant peuple togolais, mes vœux les meilleurs. Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma très haute considération. Et c'est signé Mohamed Ibn Chambas. Un message donc qui est arrivé à la veille du début du jeûne de Ramadan de la communauté musulmane. Un autre message et un dernier message donc qui est adressé au président de la République par le gouverneur de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le message dit ce qui suit. Monsieur le Président de la République, je voudrais saisir une nouvelle fois l'opportunité de la célébration de l'anniversaire de l'accession à l'indépendance du Togo, le 27 avril 2020, pour vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations au nom de l'ensemble du personnel de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, et en mon nom personnel. Cette célébration survient au lendemain de votre brillante reconduction à la tête du pays. Alors que s'ouvre ainsi un autre chapitre pour le Togo, je voudrais également vous féliciter pour votre élection et formuler à votre endroit ainsi qu'à celui du peuple togolais mes vœux les plus ardents de paix, de cohésion sociale et de progrès. En ces moments difficiles de lutte contre la pandémie du coronavirus, vous venez encore de faire preuve de votre leadership en prenant des mesures fortes, appropriées pour protéger le peuple togolais et tous ceux qui bénéficient de son hospitalité.
je voudrais formuler à votre endroit ainsi qu'à celui des populations mes vœux les plus ardents de bonne santé et de retour rapide à une situation sanitaire normale. À cet égard, la Banque centrale, dans son domaine de compétences, se tiendra résolument à vos côtés en vue d'accompagner toutes les initiatives pour préserver la santé publique et consolider les acquis économiques du Togo. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute et déférente considération. Et le message est signé de Tiemoko Kone, gouverneur de la BCEAO. Un gang de 4 personnes, dont une fille, a été appréhendé par la direction centrale de la police judiciaire et présenté à la presse jeudi à Lomé. C'est un groupe spécialisé dans le braquage des motos dans le quartier Adidogomé. Les détails dans ce reportage de Eli Agba Nyandao. Voici une bande spécialisée dans le braquage des motos. Ils sont désormais dans les mailles de la direction centrale de la police judiciaire après plusieurs mois de recherche. Dans la nuit du 7 au 8 décembre 2019, la police nationale avait mis hors d'état de nuire le nommé Zonyirankomi, un malfrat qui venait d'arracher sa moto à un conducteur de taxi-moto non loin du lycée technique d'Adidogomé. Les investigations poursuivies par la direction centrale de la police judiciaire ont permis d'établir que ce malfrat avait agi avec la complicité de 4 autres individus qui avaient réussi à prendre la fuite au moment des faits. Après plusieurs semaines de recherche, la brigade de recherche et d'intervention de la direction centrale de la police judiciaire a finalement identifié et localisé ces individus. C'est ainsi qu'ils ont été interpellés le 28 avril 2020 au quartier Adidogomé. Il s'agit d'un nommé Benyaou Deborah, 25 ans, apprenti couturière demeurant à Adidogomé. Togbe Herman David, 25 ans, électricien demeurant à Adidogomé. Zotou Komi Didier, 33 ans, conducteur de taxi-moto demeurant à Adidogomé. Et Adidaglo Komlan alias Cobra, 34 ans, sans emploi demeurant également à Adidogomé. Tous de nationalité togolaise, ces individus sont pour la plupart connus des services de police. Interrogés, ils ont reconnu les faits. Les investigations ont permis de découvrir leur mode opératoire. Leur mode opératoire consiste à envoyer d'abord la nommée Benyaou Deborah comme une des clientes auprès du conducteur de taxi-moto. Ensuite, elle conduit sa cible dans un guet-apens préalablement tendu par les complices, embusqués dans les coins obscurs, attendant l'arrivée du conducteur. Enfin, sous la menace de leur machette, ils arrachent la moto à son conducteur et disparaissent dans la nature avec la mystérieuse cliente. Les engins ainsi volés sont par la suite revendus au Ghana selon leurs propres aveux. La perquisition effectuée à leur domicile nous a permis de retrouver et de saisir 2 machettes qu'ils nous présentent comme celles qu'ils ont utilisées dans la nuit du 7 décembre 2019. Ces malfrats seront conduits et présentés devant le monsieur le procureur de la République à Lomé pour répondre de leurs actes. Les autorités policières appellent donc la population à la vigilance, à faire confiance aux forces publiques et à établir une étroite collaboration avec les services de la police pour une nécessité d'investigation. Passe maintenant à l'actualité sportive dans la page des sports avec Jean Kofi et Dédi. Jean, bonsoir. Bonsoir, Anita. Jean, l'arrêt des championnats ne signifie pas un repos total pour nos amis footballeurs. Effectivement, Anita, au risque de perdre leurs réflexes, les joueurs évoluant dans les championnats nationaux de première et de deuxième division doivent se livrer à des exercices bien définis. Voyons cela à travers ce sujet commenté par Aflim Johnson. À l'arrêt depuis bientôt 2 mois, les championnats nationaux de football de première et deuxième division pourront reprendre tôt ou tard. Tout dépendra de la décision de l'instance fêtière du football togolais, la FTF. D'ici là, la crainte est énorme. Les joueurs évoluant dans les championnats pourront-ils revenir sur l'aire de jeu avec leur vivacité et leur mobilité? Là réside l'inquiétude des acteurs du football togolais. Dirigeants de clubs, staff technique, tous se sentent concernés. Et dans les états-majors des différents clubs, le message est le même.
Les joueurs sont invités à pratiquer des activités sportives, mieux des exercices particuliers. Un footballeur doit au moins avoir 1 heure de temps chaque jour pour faire son sport et pour garder sa forme. Et par rapport à ça, nous avons trouvé qu'un joueur qui ne peut pas courir peut-être à travers la ville ou bien les rues a besoin d'aller dans une salle de gym. Il a encore besoin d'aller dans la musculation puisqu'il a besoin de garder ses muscles en forme. Même s'il n'y a plus un jeu dirigé sur un grand espace, il faut que le joueur ait le contact avec le ballon. Ça lui permet de ramener un peu, de rehausser un peu son niveau technique et améliorer ses touches de balle, améliorer ses coups de tête. C'est très important. Il faut quand même ramener ces réflexes-là. Ça lui permet de garder un peu l'automatisme pour les compétitions à venir. Et parce qu'il n'y a plus de kinés qui les suivent, il n'y a plus un docteur. Après 5 heures ou bien 6 heures ou bien 7 heures d'entraînement dans la semaine, il peut faire une fois en passant le massage. Les stades étant fermés, certains se contentent des salles de gymnastique, d'autres de la cour de leur domicile et même de leur salon, ou encore sous tout lieu indiqué, le tout dans le respect des mesures de lutte contre le Covid-19. Le message est partagé entre acteurs et les joueurs jouent également leur partition. Dans 5 ans, si on finit, on nous a stoppé le championnat. On ne peut pas rester comme ça. On a préféré venir travailler de temps en temps pour que dès que nous démarrons le championnat, on est toujours en forme. Un joueur, c'est que si tu laisses un mois, le football, ça te laisse 2 mois. Bon, pour cela, je préfère dire à mes amis que de travailler personnellement pour que si le championnat démarre, on se retrouve en bonne forme. En attendant donc la reprise des compétitions, nos joueurs de football savent à quoi s'atteler pour ne pas être surpris. Jean, il n'y a pas que le football qui est à l'arrêt, tous les autres sports le sont également. Oui, Anita, disons que le Covid-19 a ralenti les activités sportives dans leur globalité et il urge des dispositions idoines pour éviter de baisser du régime. Quelques conseils à la masse à travers ce sujet. Commentaire, Claude Amand. Depuis l'avènement malheureux du coronavirus, les activités sportives sont suspendues jusqu'à nouvel ordre dans notre pays. Cette décision, certes difficile mais incontournable pour notre bonne santé, ne sera sans conséquence sur les athlètes. Ces derniers risquent de perdre leur automatisme, réflexe et mobilité. Il y en a qui prendront du poids et ne répondront plus aux exigences de leur discipline. Face à cette situation, des mesures sont prises afin de permettre aux athlètes de maintenir leur forme et force. Il convient d'insister là-dessus pour sauver les meubles, car, reconnaissons-le, il ne sera pas facile pour les uns et les autres de pratiquer personnellement ces exercices qui, dans un passé récent, étaient exécutés en équipe pour la plupart. Le confinement a beaucoup d'impact sur les sportifs. Les sportifs qui étaient suivis par le staff technique, sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan physique et même nutritionnel, aujourd'hui ils sont abandonnés à leur sort. Il faut garder la forme, mais quel genre d'exercice faire? Les sportifs, je leur conseille différents exercices variés qui demandent à solliciter les différentes parties du corps. Les abdominaux, les gainages, les étirements, les lombaires, etc. Le respect de ces mesures permettra aux athlètes de rester toujours prêts à répondre à leurs devoirs quand cette mauvaise pandémie à coronavirus perdra sa notoriété. Cependant, il ne faut pas faire un travail de haute intensité. C'est le travail aérobique d'endurance qui est recommandé à l'heure où nous sommes. Pourquoi? Le travail de haute intensité peut provoquer la diminution du système immunitaire. Alors qu'actuellement, en période de pandémie, nous avons besoin plutôt que notre système immunitaire soit à la hausse pour que ça puisse permettre à l'organisme de lutter contre d'éventuelles maladies. Tout en faisant ces exercices, il faut aussi respecter les normes alimentaires. Ce n'est plus la peine de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Il faut savoir maintenant contrôler aussi son alimentation.
La rigueur doit être de mise dans l'exécution de ces exercices désormais personnels pour que la combativité et la rage de vaincre continuent de régner dans l'esprit de nos athlètes qui souvent nous offrent la joie et d'intenses moments de grandes émotions. Merci donc pour ces bons conseils. Et Jean, une dernière information. Oui, conviez nos très chers télésportifs samedi à 13h45 pour sport et détente. Merci et on se retrouve jeudi prochain. Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire au Togo, consécutif à la pandémie du coronavirus et en application des mesures urgentes prises par le gouvernement, la Société togolaise des eaux TDE communique. Pour permettre au plus grand nombre de la population de soumettre leurs demandes de branchement et de se connecter au réseau d'eau potable, les conditions à remplir pour avoir un branchement d'eau sont allégées. Dorénavant, les demandeurs ne disposant pas de plan de masse et de situation visée par un géomètre agréé peuvent fournir un plan de situation tracé à main levée. La TDE remercie son aimable clientèle et l'invite à nouveau ou invite les demandeurs de branchement à le faire sur son site web, le www.tde.tg, par appel gratuit au WhatsApp, au message WhatsApp au numéro 92 23 33 33 ou le 92 28 43 43 ou à s'approcher de l'agence de leur zone de résidence. Ensemble, préservons l'eau, source de vie. Et c'est sur ce communiqué de la TDE que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et surtout respectons toujours et scrupuleusement les mesures barrières pour contrer le Covid-19 au Togo. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.